coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde si Alex Soule. Avec l'attaquant de Bichleck, là, c'est Nibali, le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement lâché, comme on dit, dans les milieux cyclistes. Alors Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui puisqu'on a la chance de recevoir un invité. Désolé pour le retard, c'est de ma faute, j'avais mis des réglages de sécurité sur le Discord et ça a empêché Anthony de nous rejoindre avant un petit laps de temps d'une dizaine de minutes, ce qui explique le retard, donc vraiment désolé par rapport à ça. Bref, comme je l'ai dit, ce soir on a la chance d'accueillir Anthony Ravard, le manager de l'équipe de Nantes. Bonsoir Anthony. Et pour m'accompagner, pour poser les questions, un fan de l'équipe, vous le connaissez bien entendu puisqu'il est sur le Discord et sur notre forum, c'est Fabien. Salut Fabien. Bonsoir Charles, bonsoir Anthony et bonsoir tout le monde, ravi d'être avec vous ce soir. Alors Anthony, si tu le veux bien, on va commencer directement dans le vif du sujet, pardon, et puis reprendre un petit peu la genèse du projet. Alors le projet de Nantes, il est assez ancien, mais si je ne me trompe pas, toi tu l'as rejoint à partir de 2017, c'est bien ça? Un petit peu avant, mais j'étais bénévole. Ouais, non, en fait, dès la fin de ma carrière, l'Union cycliste Nantes Atlantique m'a demandé de faire un peu de bénévolat. Et quand on finit sa carrière, on ne sait pas encore vers quel horizon aller. Et je me suis dit pourquoi pas de redonner ce que j'ai pu avoir pendant ma carrière aux jeunes. Et puis au fur et à mesure, ça m'a plu. Et donc, en 2014, 2015, je me suis beaucoup investi. Et j'ai créé le centre de formation cycliste à Nantes et en parallèle, j'ai passé mon diplôme d'État. Donc, et je suis salarié depuis le 1er avril 2016 sous l'association Union cycliste Nantes-Atlantique. Et les choses sont allées assez vite parce que finalement, depuis cette période-là que tu évoquais, il n'y a pas un laps de temps énorme jusqu'au passage en Conti. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre la division continentale plutôt que la N1? Ça s'est fait, j'ai envie de dire, ouais, pas par la force des choses, mais par rapport à un constat, et on le voit bien aujourd'hui. Hein. Je pense que le cyclisme mondial, c'est vachement beaucoup plus structuré. On voit que les choses vont beaucoup plus vite, et c'est quelque chose que j'avais vu auparavant, où je m'étais dit, si on reste en N1, ça va être de plus en plus compliqué d'être invité sur les classes 2. Et on voit aujourd'hui que le cyclisme amateur grince un peu des dents, donc on a anticipé les débats et donc on a écrit un projet de formation, former les futurs champions sur le double projet. Hein, j'y tiens énormément parce que c'est vrai que quand on est coureur cycliste, on a tendance à être dans une bulle et on oublie qu'il faudra travailler derrière. Et donc je parle en connaissance de cause et c'est pour ça que j'ai créé donc le centre de formation et on a monté l'équipe nationale 1 en continentale pour créer l'académie du cyclisme. Donc les meilleurs juniors de notre centre de formation doivent intégrer derrière l'équipe professionnelle de niveau continental pour aller sur un calendrier de course classe 2 et course classe 1, voire Pro Series. Et puis pour se faire les armes, pour performer et ensuite pour être prêt à aller vers de nouveaux horizons, que ce soit le World Tour ou les Pro Teams. Donc voilà le sens du projet et c'est vraiment d'avoir des jeunes qui aient la tête bien faite, que ce soit la tête et les jambes justement, et pour qu'ils soient prêts à affronter une carrière pro, mais peut-être pas pour tout le monde. C'est surtout d'affronter la vie de demain. Donc voilà, en passant chez nous avec les valeurs que l'on dégage et qu'on est très attaché, on forme les athlètes à la vie de coureur cycliste professionnel ou la vie de demain dans la vie professionnelle en général. Fabien, est-ce que tu as des questions sur la construction du projet et le passage en Conti? Oui, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que les partenaires ont suivi facilement le projet en Conti ou est-ce que ça a été difficile à monter financièrement comme projet?
Ça me fait sourire oui, parce qu'on est arrivé quand même par la petite porte. On est arrivé avec un petit million d'euros la première année, hein, c'était l'année dernière. Donc non, non, ça a quand même fédéré, mais c'est vrai que quand on est habitué on était à peine 500 000 euros de budget. Quand il faut doubler un budget, c'est toujours, faut quand même aller les chercher. Et donc ça a été tous les partenaires. On a réussi à motiver tous les partenaires en général. Et j'ai envie de dire le projet leur parlait de formation et de former surtout les athlètes de demain, mais surtout les adultes de demain. Donc c'est des valeurs qui étaient partagées. Et donc ça a été plus facile à fédérer tous les partenaires et ce qui a facilité, j'ai envie de dire aussi les choses, c'est que cette année-là, l'année d'avant, donc on passe en continental, on a Axel Mario qui est champion de France à Épinal. Et il est clair que quand on a des résultats sportifs, c'est quand même plus facile pour passer au-dessus. Est-ce que c'est presque une obligation en France, Anthony, quand tu veux monter en Conti, de s'appuyer sur une collectivité ou un territoire plutôt? C'est vrai que c'est le modèle économique pour les contis françaises. Je pense qu'aussi d'avoir un modèle économique diversifié est aussi important et surtout que la vocation des continentales, c'est quand même de former les futurs champions. Donc l'idée, c'est de former surtout les athlètes du territoire. Donc d'avoir un ancrage territorial est aussi important justement par rapport à cela. Donc c'est ça aussi qui a motivé les collectivités à nous aider un peu plus, sachant qu'on avait en plus quatre athlètes la première année qui étaient vraiment issus du département de Loire-Atlantique. Donc, et aussi, nous, l'idée, c'est aussi de former dans notre centre de formation, avant tout, en premier lieu, les courants de notre territoire. Donc c'est pour ça que les collectivités sont aussi très, très séduits par le projet et qui s'investissent auprès de nous. Est-ce qu'il y a une vraie, enfin je pense que je connais la réponse, mais est-ce qu'il y a une vraie grosse différence au niveau, enfin quand tu veux convaincre les partenaires de voir qu'en France quand même on a la chance d'avoir des épreuves qui sont retransmises à la télé, que ce soit sur la chaîne L'équipe ou Eurosport. Est-ce que c'est beaucoup plus facile d'aller justement convaincre par rapport à la DNA quand tu sais que tu as une grosse médiatisation derrière? C'est les premières choses que l'on a vendues pour passer au-dessus. C'est clair que alors après, on n'avait pas les chiffres exacts. On savait que le nombre d'heures de télé qui était possible qui était retransmise. Après, c'était l'interrogation des partenaires, c'était est-ce qu'on allait pouvoir y performer et être visible sur le devant de la scène et devant les écrans. Et donc la première année, on a su aller dans les échappées régulièrement. Donc il y a eu de la visibilité, il y a eu quelques résultats, et donc c'est ça qui a permis aux partenaires et aux partenaires privés notamment de mettre un peu plus pour qu'on puisse passer de 10 à 14 coureurs et qu'on puisse vraiment être pas l'aboutissement du projet, mais qu'on soit vraiment sur un projet académique, dans le sens où je veux dire, c'est qu'on pouvait faire deux fronts, un front classe 2 et un front classe 1. Mais il est clair que c'est la première chose que l'on a dit à nos partenaires, hein, qu'on a mis en avant, c'était vraiment la visibilité qu'il n'y a pas chez les amateurs. Alors, on va passer au gros du sujet, la saison 2023. Fabien, je pense que là, tu vas peut-être un peu plus intervenir, parce qu'elle est belle, moi je trouve, cette saison, mais est-ce que tu peux un petit peu poser les questions à Anthony par rapport à cette belle année? Oui, bien sûr. Déjà, il faut rappeler, l'équipe a remporté 5 victoires cette année, là où elle n'avait pas réussi à en remporter sur sa première année pro. Donc par rapport à ça, déjà, le contrat était totalement rempli. L'équipe a tenu son rang sur les classes 2, en particulier sur les courses à étapes de classe 2. C'était quasiment un sans faute cette année. Et je pense qu'Anthony doit être fier de ça. Et on a aussi vu l'équipe progresser, notamment sur les classes 1, prendre un peu plus de podiums sur les classes 1, prendre un peu plus de top 10 sur les classes 1. J'aimerais savoir, Anthony, par rapport à ces résultats, est-ce que les courses de classe 2 étaient vraiment visées majoritairement? Euh, ou est-ce qu'il n'y avait pas vraiment d'objectif fixé en début de saison?
Et l'objectif était de remporter des victoires, de bien figurer et tout, ou non, les classes 2 étaient vraiment des objectifs prioritaires pour l'équipe cette année? Oui, oui, non, mais clairement, on se devait en fait, les objectifs de début d'année, c'était de finir top 5 à la Coupe de France, être la première équipe Mm. continentale française, et de gagner et d'imposer notre stratégie sur les courses classe 2 et de performer, et de jouer sur les classes 1, mais plutôt sur jouer des podiums, même si l'objectif c'était d'essayer de gagner notre première victoire en classe 1 ou Pro Series cette année. Bon, l'objectif global est réussi, hein, que ce soit la Coupe de France, classement lycéique, même si on n'avait pas parlé du classement lycéique en début d'année, mais j'allais dire, on finit quand même à une honorable 57e place. On est deuxième équipe continentale française. Faut pas oublier que c'est notre deuxième année chez les pros aussi, hein. Et donc en classe 2, c'était vraiment d'y performer avec les jeunes. Noah Isidore notamment se devait avec Nolan Mahoudo de cibler ces courses-là pour y performer, et s'il voulait passer à l'échelon supérieur, voilà, c'était vraiment de pouvoir gagner sur ces courses-là, et chose qu'ils ont fait tous les deux à plusieurs reprises pour Noah, à l'Alpe Isère Tour, et puis aussi au Tour de Réloir, et puis pour Noah, c'était sur le Tour de Bretagne. Donc ça, c'est les quatre premières victoires en classe 2 cette année pour nous. Et puis après, on a eu Rasmus qui est champion du Danemark, qui fait la 5e. Mais il est clair qu'on se devait en tout cas d'imposer notre stratégie et de gagner sur les classes 2. Est-ce que tu as été surpris par la saison de Noah? Parce qu'on le voyait arriver, forcément, il a été très bon chez les juniors. Bon, je crois qu'on peut pas trop dire encore ce qu'il va faire l'an prochain, mais pour cette année, est-ce que tu le voyais déjà lever les bras comme ça à 4 reprises en tout, si on compte la victoire sur les plages vendéennes? Oui, c'est vrai qu'on oublie aussi la victoire en plage andéenne en élite. C'est vrai qu'il a été tout de suite dans le bain dès les plages, et il a montré en plus qu'il avait une certaine intelligence et froideur dans le final, parce que mine de rien, il était un peu esselé face à 8, j'ai envie de dire vieux briscards, parce que c'est des mecs qui est habitués au niveau amateur, et qui est habitué au circuit des plages vendéennes, et il a su s'imposer avec la manière. Donc non, non, dès qu'on a pu voir ça, même si on connaissait, hein, les qualités de Noah, et c'est pour ça qu'on voulait absolument qu'il soit chez nous, et on savait qu'il serait prêt dès la première année à jouer les premiers rôles en classe 2. De là à faire la saison qu'il a fait, on ne savait pas forcément. Quand on commence la saison, il y a toujours des incertitudes avec des jeunes néo-pros qui passent de l'échelon junior à tout de suite pro. Il y a toujours forcément, faut savoir le temps d'adaptabilité à passer à l'échelon supérieur, et lui, c'est plutôt bien acclimaté à l'échelon pro. Ouais. J'ai posé une question faussement naïve, mais comment est-ce qu'on convainc Vincent Lavenu de nous prêter, entre guillemets, Noah Isidore? Ça, c'était un Tour de France en 2000, l'année d'avant, en 2022, où j'ai été voir tous les managers qui n'avaient pas d'équipe réserve, et je leur ai dit qu'on était là à leur service, qu'on était prêt à travailler pour eux, main dans la main, et que au vu de l'évolution du cyclisme, s'ils voulaient avoir des coureurs prêts au World Tour, il fallait que leurs athlètes aient déjà fait leurs armes en classe 2 et classe 1. Vincent a adhéré au projet, et donc c'est pour ça que ça s'est fait avec Noah, ouais. Mais donc on en est content. C'était une bonne première année avec AG2R. Le seul bémol, c'est que l'année prochaine ils auront leur équipe réserve. Oui, ça rend les choses plus compliquées. Fabien, des questions sur Noah? Euh, Ou sur la saison de manière générale, bien entendu. non, mais sur Noah, parce que on est sur un profil vraiment, j'ai l'impression, puncher sprinter pour Noah. Comment Anthony voit l'évolution de sa carrière? Est-ce qu'il restera sur un profil comme ça? Est-ce qu'il peut nous surprendre sur d'autres types de courses? On l'a vu aussi sur Gandwevel Game Espoir faire une très belle course et tout. Voilà, comment Anthony voit la suite de la carrière de Noah Isidore?
C'est exactement ce qu'il t'a dit, hein. C'est vraiment un profil puncher avec une bonne pointe de vitesse, ce qui lui permet d'aller gagner sur des petits groupes, hein, comme à l'Alpizé Artour. Benoît, il faut qu'il continue à faire ses gammes l'année prochaine en classe 2, mais qu'il doit plus performer sur les classes 1. Et il doit trouver justement des profils avec un final plutôt avec des bosses de 3-4 km. Et puis après, une fois qu'il sera un petit peu plus affiné, il pourra aussi jouer la gagne en haut des côtes de 3-4 km. Mais je pense qu'il a un vrai profil de puncher. En tout cas, il l'a démontré chez nous. À lui de continuer à travailler sur cette qualité. Et après, il pourra rivaliser avec les meilleurs, j'ai envie de dire, au monde d'ici 2-3 ans. Ouais. Je pense qu'il a encore une étape à passer les prochaines sur les classes 1. Et après, ouais, on pourra le voir sur les meilleures courses. Je pense que les courses où il y a un final avec des bosses de 2-3 bornes, ouais, il sera présent. Même avec une arrivée sèche, il sera capable de le faire. Il faudra aussi qu'il s'affine un petit peu et il sera largement capable d'aller jouer les gagnes. Il y a un autre coureur qui a brillé cette année et qui a gagné aussi d'ailleurs, c'est Nolan Maudo. Lui aussi, on le voit venir parce qu'il avait été très performant, notamment en Bretagne l'année d'avant. Est-ce qu'on était déjà sur le même genre de deal que pour Noah, c'est-à-dire un prêt entre guillemets? Il y avait eu des discussions avancées avec Jérôme, mais après, comme on sait ce qui s'est passé avec l'équipe, donc du coup, il est naturellement. Ça s'était fait même avant que l'équipe s'arrête. Donc Nolan nous avait rejoint, il avait déjà signé sur septembre. Donc on l'a pas récupéré parce que l'équipe a coulé. Mais ouais, l'idée c'était de faire la même chose qu'avec Noah. Donc et qui passe après au-dessus. Et je pense que Nolan, oui, il était peut-être prématuré qu'il passe tout de suite en pro team. En tout cas, on l'a vu cette année chez nous. Il a bien performé en classe 2, mais et puis ici sur quand même le région Pays de Loire Tour où il a quand même excellé. Mais après, il a eu des soucis de santé. Il a chuté notamment à l'entraînement et puis il a eu quelques soucis de santé en fin de saison. Donc il a pas eu encore une saison complète. Donc il aurait peut-être fallu qu'il fasse une dernière petite saison avec nous, je pense, l'année prochaine avant d'arriver au World Tour. Sur le World Tour, c'est quand même un circuit qui est très exigeant. Donc en tout cas, il a très bien progressé et il a montré qu'il avait des très grosses qualités. Hein. Mais il a pas pu faire une saison complète chez nous. Ouais. Fabien, sur Nolan? Sur Nolan, moi, pour ceux qui me connaissent, j'étais supporter de la BNB Hotel avant et je suivais attentivement le VSP Loudéac. Comme l'a dit Anthony, moi, il m'a vraiment bluffé sur le Tour de Pays de Loire. Où il avait, où c'était une course de mouvement sur les 2 dernières étapes, c'était assez dingue, où Cocard était attaqué et tout, et il suivait vraiment bien les coups. Il avait une faculté de répéter les efforts assez intenses qui m'avait bluffé, j'avoue, ce jour-là. Et c'est vrai qu'après, on n'a pas été plus surpris que ça quand en Tour de Bretagne, il va chercher cette victoire d'étape sur un peu l'étape Rennes, bien aidé par Pierre Thierry ce jour-là. Donc je pense que, voilà, comme l'a dit Anthony, il a eu des pépins physiques derrière et c'est dommage. Je pense que ça a coupé un peu son élan. Je pense qu'il peut faire de belles choses, notamment sur le circuit classe 1 avec la Cofidis dans un premier temps. Je suis d'accord avec Anthony là-dessus. Alors, il y a un autre coureur qui va franchir aussi le cap l'an prochain en pro team cette fois-là. Fabien, peut-être que tu veux l'évoquer, c'est Jordan Jegat. Et quel coureur, Jordan Jegat qui a fait une saison extraordinaire, bluffante. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, et Anthony me dira ce qu'il en pense, c'est vraiment la progression linéaire de Jordan depuis l'an passé. Vraiment, il passait palier par palier, d'abord top 25, puis des top 20 sur ce début de saison, puis après le mois de mai, il est allé chercher des top 15 autour du Finistère au Bouc d'Olonne, il était aux portes du top 10, on voyait qu'il n'était pas loin. Il a eu un petit passage en juin un peu plus difficile, alors que c'était pourtant une période qui aurait pu lui convenir, par exemple avec la Mercantour, avec Ventoux Challenge et tout. Il se reprend bien en route d'Occitanie et à partir du Tour de l'Ain, on a l'impression que vraiment qu'il y a eu un déclic vraiment à partir de ce Tour de l'Ain. Donc voilà, comment Anthony, tu as vécu cette saison et cette progression linéaire de Jordan tout au long de la saison?
Bah, je pense que tu as tout dit, Fabien. Après, nous, Jordan, c'est clair, c'était 4 ans qu'il était avec nous, hein, donc on le connaît depuis les catégories amateurs. Comme tu l'as dit, c'est un coureur qui a fait que de progresser d'année en année. Il est arrivé chez nous, il faisait la course, etc. Alors, c'était quelqu'un de besogneux, hein, qui lâchait rien, qui essayait de finir les courses, qui se mettait au service du groupe. En plus, il a un super esprit d'équipe. Et puis l'année d'après, toujours pareil, il s'est mis au service de ses leaders, mais il a su donc en 2022 gagner aussi. Non, en 2021, ses propres courses en amateur, dont Anjou, Pays de Loire et puis le circuit Noret. Et donc à la fin de saison, nous, la question se posait sur Jordan et au vu de l'état d'esprit qu'il avait pour ses leaders et au vu du comportement irréprochable qu'il avait, on se devait de le mettre avec nous dans l'équipe professionnelle et on ne regrette pas du tout quand on voit l'évolution qu'il a eu derrière. Alors après, Jordan, c'est vrai qu'il était plutôt sur un circuit breton. Et du fait que nous, on a un calendrier qui soit sur toute la France, ça lui a permis de se découvrir aussi en montagne. Et il a aussi fait de gros sacrifices alimentaires, hein. Il a perdu quand même 6 kilos pour justement devenir un vrai grimpeur. Et puis là, il s'est vraiment découvert. Et dans la première année, il a d'abord été au service d'Axel Mario, mais ça lui a permis aussi d'avoir moins de pression et de jouer devant. Il a pris conscience de ses qualités et du coup, il a vraiment mis tout en place. Il est parti habiter à Nice pour justement pouvoir monter régulièrement d'école, travailler dans de bonnes conditions. Il avait un entraîneur personnalisé à lui au niveau de la nutrition. Il a vraiment mis tout en place et puis ça a porté ses fruits. On lui a donné notre confiance cette année pour qu'il soit le leader sur les courses et derrière, il nous a démontré qu'on avait bien fait de le faire signer il y a 2 ans. Et pour nous, c'est une vraie satisfaction. Jordan Zegard fait partie des grosses satisfactions quand ça fait 4 ans qu'on accompagne un athlète et qu'on le voit passer à l'échelon supérieur. Voilà, c'est une fierté pour nous. Donc en tout cas, c'est un coureur qui est très agréable à vivre et qui est très professionnel. Donc félicitations à lui. Avant de passer justement au reste de l'effectif, tu parlais de fierté. Est-ce que c'est le sentiment qui domine quand tu vois que tu fais passer Nolan en World Tour, que Jordan il va aller en Pro Team, qu'on verra ce qui se passe pour Noah dans les semaines à venir. C'est quoi justement le sentiment comme ça quand on est un manager de Conti et qu'on voit que ça marche assez rapidement pour faire passer des mecs un peu plus haut? Ouais, c'est notre ADN. Donc quand on réussit à faire ce que l'on dit et qu'on tient nos objectifs. Notre objectif en début d'année, c'est d'en faire passer 2 au-dessus. Donc, logiquement, il y en aurait 3. J'ai envie de dire qu'il y en a 3. et, donc, pour nous, voilà, oui, c'est d'accompagner les jeunes et de les aider à franchir le cap, que ce soit sur l'hygiène de vie, que ce soit sur l'entraînement, que ce soit sur la tactique en course, que ce soit tous les à côté pour la performance. Voilà, après quand les athlètes s'épanouissent et arrivent à passer au-dessus, pour nous, ouais, c'est clair que pour nous tous c'est une vraie fierté. Donc l'idée nous c'est de continuer dans ce sens-là et de toujours former les athlètes pour le top niveau. Le seul côté frustrant, c'est que derrière on n'a pas de frais de formation, mais à Oui. côté de ça, il nous apporte quand même des résultats et de la visibilité pour nos partenaires, et nos partenaires sont aussi contents de voir qu'on forme des athlètes pour le top niveau, et c'est des athlètes qu'on pourra avoir d'ici 2-3 ans, peut-être sur les plus grandes courses internationales. Donc c'est aussi une fierté pour eux. Est-ce que c'est un argument aussi pour toi derrière quand tu vas négocier avec des jeunes coureurs, leur dire que voilà, chez Nantes, ça marche, mais aussi ça permet de passer plus haut, quoi. Ouais, ça l'est, mais avec l'arrivée d'Arkea et puis d'H2R sur le côté des Conti développement, en plus de Groupama FDJ, ça a venu complexifier un peu les choses parce que il est clair que quand on s'appelle CICU Nantes Atlantique, et même si nous on leur vend le fait de ne pas être attaché à une équipe et justement de les former à n'importe quelle équipe, donc c'est-à-dire qu'après ils ont
à partir du moment où ils performent, ils auront des propositions d'équipes supérieures, qu'ils soient chez nous, qu'ils soient chez RK Développement. Mais c'est vrai que quand on sort junior ou quand on est espoir 1, quand on a la réserve de Groupama ou la réserve d'AG2R Citroën ou la réserve d'Arkea Samsic, ça les fait peut-être un peu plus rêver parce qu'il y a le World Tour qui est juste au-dessus. Donc ça a été un peu plus compliqué pour nous cette année le recrutement. Donc il faut se remettre en question et de savoir ce qu'on doit faire demain. Mais ouais, l'idée c'est quand même de rester dans la formation, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Ouais. Est-ce que ça s'entend quand on est manager de voir un de tes coureurs, Hubert, qui va aller chez Arkea, mais Arkea Devo? Est-ce que ça paraît logique ou entendable en tout cas quand on passe de Conti à Conti? Alors Hubert, il était dans la même configuration que Noah. En fait, on avait un partenariat de signé aussi avec Arkea pour Hubert Grigowski. Donc avec Manu Hubert aussi, c'était exactement le même topo que l'on a fait avec Noah. Donc c'était à partir du moment où ils montaient leur dévot et ils pouvaient l'intégrer. Donc c'est ce qui s'est passé pour aller au-dessus, ouais. Tout simplement. Et sur Emmanuel, tiens, c'est un cas de figure différent. Moi, j'avoue que j'étais surpris de ce transfert-là. Enfin, quand on me l'a dit, est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que c'est un problème interne ou juste une envie d'ailleurs? Le calendrier, peut-être. Ouais, il a explosé le calendrier, mais il était quand même. Je sais que pour en avoir discuté avec lui et puis le staff ont échangé avec lui, c'est vrai il était quand même très triste de partir de la structure, mais ça fait partie de la vie d'équipe et de coureurs. Lui, il avait besoin financièrement d'avoir un peu mieux. Nous, on n'était pas capable de l'accompagner plus haut et il avait aussi un projet de calendrier un peu différent. Donc nous a apporté pendant les 2 premières années. Il était important pour accompagner les jeunes. Il faut savoir qu'il y avait que deux pros chez nous sur la première année, donc il a été important pour le début. Il nous a apporté aussi notre premier podium. On a été super content de travailler avec Manu pendant ces 2 saisons. Maintenant on lui souhaite bon vent et nous maintenant c'est aux jeunes de prendre le leadership quand il y a un coureur qui a un peu plus d'expérience qui s'en va comme ça. Donc on a des jeunes sprinteurs là comme Enzo Boulet et John Wright Johnson qui devront prendre le leadership l'année prochaine pour les emballages finaux. Ouais, alors il y a un autre coureur qui Ah, s'en va, c'est un coureur qu'on aime bien en plus avec Fabien, donc ça m'embête un peu peut-être d'en parler, mais il se murmure que ça a été compliqué avec Pierre Barbier. Bon, j'imagine que tu peux pas tout dire, mais qu'est-ce qui explique la fin de l'histoire avec Pierre? Pierre avait très bien commencé avec nous, hein. Il y a pas de souci là-dessus. Après, c'est vrai que je pense qu'il aspirait à tout de suite passer à l'échelon supérieur et arriver sur mai-juin. J'ai vu qu'il était un peu plus, il réfléchissait beaucoup. C'est un peu plus compliqué pour lui. Et puis après, je pense que il s'est perdu un petit peu dans tout ça et donc c'est pour ça qu'à la fin on s'entendait plus sur ce que c'était que le vélo de haut niveau. Pour moi, en tout cas, c'est de la conception que j'en ai. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a moins vu courir avec nous en fin d'année. Et donc voilà, mais après, nous, on s'attachait oui, justement des services de Pierre pour ouvrir la voie et gagner notre première classe 1. Mais il a quand même fait déjà deux podiums avec nous cette année. Hein. Que ça soit sur la route Tour-Angèle ou que ça soit sur la région Pays de Loire-Tour. Fabien sur Pierre? Donc sur Pierre, pardon? Ouais, sur Pierre. Oui, pardon, je t'ai coupé. Ben, sur Pierre, moi en tant que supporter, j'étais vraiment déçu. Après, oui, il a été bon sur le mois de mars, mais c'est vrai que quand on reprend le fil de sa carrière, il a toujours fait des très bons mois de mars, et derrière, ça a toujours été très compliqué. Quelle raison? Mais je sais pas, mais en tout cas, c'est un mal récurrent. Moi, j'étais assez déçu. Je pensais vraiment qu'il se relancerait, qu'il jouerait le jeu à fond pour essayer justement de repasser à l'étage supérieur. Et c'est vrai que on a l'impression que sa saison s'est arrêtée voilà, après le Pays de Loire Tour, mi-avril, alors qu'il y avait de quoi faire pour l'équipe, notamment au niveau des sprints. Donc,
Déçu parce que je pensais que ça allait être un peu la tête de gondole de l'équipe cette année. Et au final, on se rend compte que voilà, que au final, je vais faire une transition avec un garçon, par exemple, comme Maël Guégan, qui, en fin de saison, quand il était sprinter, a montré de très belles choses aussi. Et du coup, j'en profite pour demander à Anthony, il a cité Enzo Boulet tout à l'heure, et John Ryan Janssen, qui est un sprinter très prometteur et sur lequel je pense on peut attendre de belles choses. J'en ai entendu en tout cas beaucoup de bien d'amis qui observent pas mal le cyclisme nordique. Maël montre de belles choses grâce à ses qualités de placement, parce que Maël s'est bien frotté. On a vu qu'il sprinte plutôt bien. On l'a vu à Iceberg, on l'a vu à Fourmi, enfin sur des plateaux de sprinters assez relevés. Est-ce que Maël pourrait pas être amené un peu plus souvent à être protégé pour pouvoir sprinter l'an prochain et du coup peut-être un peu moins s'échapper l'an prochain, Anthony? Pas chose qu'on a essayé cette année. Autre Léon, il faisait partie des leaders, mais Oui, de lui-même, il a voulu anticiper les débats, mais après, ça lui a quand même souri. Il va faire 16e oui, à Trobre-Léon. Il n'avait pas encore totalement confiance en lui, et c'est pour ça qu'il a voulu assurer en allant de l'avant. C'est vrai que le Trobre-Léon, c'est assez spécifique, et on voit bien que ça s'écrème au fur et à mesure des ribines, et que si on arrive à résister, il y a des chances qu'on fasse une place dans le final. Chose qu'il a très bien fait, mais en tout cas, non, on a essayé de changer un peu plus la donne cette année avec Maël. D'ailleurs, on l'a un peu moins vu aussi dans les échappées sur la fin de saison. Mais Maël, ouais, c'est bon, c'est quand même quelqu'un qui est un dur au mal et qui est quelqu'un d'endurant, et il sait très bien que s'il veut gagner sa première course, il faut qu'il anticipe les débats. Parce que c'est pas le plus rapide au sprint, c'est pas le plus grand dérouleur, et c'est pas un grimpeur. Donc quand c'est comme ça, il faut essayer d'anticiper les débats. Et en tout cas, pour la première année, il nous a fait énormément de bien en allant de l'avant. Nous, les partenaires, ils nous ont parlé que de Maël Guégan. C'est quelqu'un qui communique bien, qui parle bien, qui est intelligent. Donc il est clair que quand ça marche bien et que tout le monde le félicite de ses échappées, l'année d'après, il veut continuer dès la première course. et puis ensuite, ouais, non, mais on a essayé de cibler des courses avec lui, plutôt des courses d'usure, notamment oui. le Trobre-Léon, notamment, je pense, aux courses comme le Grand Prix de Denain, des choses comme ça qui lui conviennent beaucoup plus. Et ces courses-là d'usure, voilà, on Paris Tour notamment, même si Paris Tour cette année, il avait eu la grosse chute au Tour de Vendée, donc il n'était Ouais, pas c'est vrai. dans la meilleure de ses conditions, mais voilà, avec lui, on était plutôt sur des courses d'attente sur ces courses-là, pour qu'il puisse y faire un vrai résultat, parce que, comme tu l'as dit, il a quand même une pointe de vitesse intéressante, même si c'est pas le plus rapide. C'est quelqu'un qui a de la force et qui frotte bien dans le final, et c'est ce qui lui permet d'aller faire des belles places. Alors, on va parler du recrutement maintenant, si tu le veux bien, Anthony. Alors, il y a plusieurs noms qui me plaisent beaucoup. Je sais qu'il y en a un qui était assez demandé ou assez observé, en tout cas. Clément Braz Afonso, je ne sais pas si on prononce le Z. Ça, j'avoue que ça m'a tapé dans l'œil. Ouais, Clément, c'est quelqu'un qui a été régulier, hein, sur la saison. Nous, avec le départ de Jordan, il fallait aussi compenser son départ. Donc Clément est plutôt quelqu'un qui est puncher grimpeur. Et donc, vu sa régularité cette saison, on l'a vu aussi sur le championnat de France, où il a fait un super championnat de France aussi. Donc le tout a fait qu'on a rapidement rentré en contact. C'était peut-être une semaine après les championnats. Et puis ça s'est fait naturellement. Il avait des contacts avec les autres contis françaises. Mais il aimait bien notre projet de formation, et puis le fini est bien passé. Donc c'est comme ça que ça s'est fait avec Clément. Mais je pense que Clément, il va être capable de tout de suite performer sur les courses difficiles. Fabien, tu as des questions sur Clément et les ambitions l'an prochain par rapport à lui? Ah Clément, c'est marrant parce que j'en parlais dès le mois de février-mars, dès qu'on commençait à entendre ces histoires
de Conti de développement chez Arkea et AG2R ont commencé un peu à cibler les profils qui pourraient se retrouver dans ces Contis-là. Et c'est vrai qu'avec certains suiveurs, observateurs, on avait ciblé le nom de Clément. Donc j'avoue que j'étais ravi quand j'ai vu qu'Anthony avait réussi à le faire signer. Mais moi, j'aimerais savoir, ouais, tu le catalogues en puncher-grimpeur, Anthony. Tu penses en grimpeur vraiment il peut montrer de belles choses comme l'a fait Jordan? Peut-être parce qu'il n'a pas encore assez couru en haute montagne ou on a du mal à évaluer son potentiel en haute montagne pour l'instant. C'est plutôt un petit gabarit. Alors, il ferait peut-être plutôt, moi je le comparerais peut-être plus à Axel Mario qui était chez nous l'année d'avant. Peut-être que quand c'est de la très 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 haute montagne, ce sera peut-être un peu plus délicat, mais après on l'a jamais trop vu non plus à l'œuvre à ce niveau-là, donc on attend de voir. Hein. Je pense qu'il faut qu'il puisse découvrir le circuit et je pense qu'il peut tous nous surprendre. En tout cas, il en a le profil, les valeurs physiologiques pour donc à voir. En tout cas, dès que ça sera des circuits sur le début de saison, je pense à Bessèges notamment, et etc. Tour de la Provence, je pense qu'il sera capable de tout de suite être dans le coup. Hein. Alors, il y a une autre crue que j'aime beaucoup, c'est Arthus Jalado. Je trouve ça un beau pari. Pareil, qu'est-ce qui t'a donné envie de le prendre l'an prochain? Tout simplement parce qu'il a déjà gagné, alors même si c'est une cyclo, mais c'est quand même la cyclo du Tour. Et qu'il a été aussi régulier, très régulier sur sa saison amateur. Il a quand même gagné 5 courses, et plutôt quand c'était les profils très très difficiles. Donc on voit que nous, le circuit, quand même, il est sur l'ensemble de la saison, il est quand même pas si simple que ça soit les courses en Bretagne, que ça soit toutes les courses de début de saison où il y a des circuits qui sont très vallonnés, un peu limite montagneux. Donc on a besoin de ces profils-là, et Arthus rentrait totalement dans ce profil. Arthus, c'est quelqu'un qui est arrivé sur le tard sur le vélo. Hein. C'est que sa deuxième saison où il le fait à fond. Donc il a un potentiel intéressant, et comme nous on est là pour faire éclore les futurs talents, voilà, je pense qu'il fait totalement partie de notre philosophie, et c'est pour ça qu'on s'est attaché les services d'Arthus. Fabien, tu as des questions sur les autres crues? Sur les autres crues, j'en avais une sur Antoine Hu. On ne va pas apparaître là sur le site de First Cycling, parce que c'est un excellent junior, l'un des meilleurs juniors français. Est-ce qu'il peut nous donner une idée de son profil à Antoine? Où est-ce qu'on peut s'attendre à le voir jouer sa carte éventuellement cette année? Voilà. Et où est-ce qu'on peut s'attendre à voir Antoine Hu briller sous les couleurs du CIC Une Atlantique cette année? Sur le Tour de Bretagne, il est breton, donc non, mais c'est typiquement les courses qui lui conviennent. Je pense qu'Antoine aura besoin d'une année d'adaptation, et on espère qu'il aille plus vite, qu'il performe plus vite en classe 1, mais après voilà, je pense qu'il va lui falloir une année d'adaptation pour les classes 1, mais il sera capable de performer sur les classes 2, mais lui, il faut des profils un peu escarpés, un petit peu vallonnés, style la Bretagne, qui lui conviennent bien. Il était très très régulier. Il a pas levé les bras cette année, mais pour un espoir, il était très très régulier, et sa régularité nous a donné envie de travailler avec lui, et sa jeunesse. Comme on le dit, chez nous, on est là pour former les futurs champions. Donc, du fait qu'il soit qu'espoir, c'est ce qui nous a attirés aussi, et qu'on a voulu travailler avec lui et l'accompagner. Et pour Mathis Julien, est-ce que c'est une recrue qui t'a tapé dans l'œil? Est-ce qu'il y a aussi une question de partenariat, un petit peu des deux? Oui, donc nous, on a un partenaire qui s'appelle Premier Tech, et l'objectif, c'est de former les Québécois. Donc on a commencé cette année avec Robin, et Mathis donc a levé les bras cette année. Je sais plus, c'était sur la Ronde de l'Oise, je crois. Ouais. Classe 2. C'est un coureur qui aime bien les courses aussi de mouvement, et qui est capable de s'imposer en petits groupes. Donc
Donc on a besoin aussi de coureurs qui soient capables d'être là sur des petits comités et de pouvoir s'imposer. Et donc voilà, nous l'idée aussi de l'effectif, c'est d'avoir des sprinters, des grimpeurs, des punchers, d'essayer d'avoir un peu tous les profils. Peut-être ce qui nous manque encore, c'est d'avoir un vrai rouleur. Mais on pense avoir un peu tous les profils et avec des âges un peu différents. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus de coureurs qui sont passés par le World Tour pour tenir un peu l'effectif, mais on a des Maël Guégan, Léo Danès, Yael Joalang qui ont déjà 3 années. L'année prochaine, ça fera la 3e année chez les pros et on compte sur eux pour voilà, leur apporter leur expérience chez les pros et puis saisir leur chance. Hein. On est là avant tout pour qu'ils puissent saisir leur chance. Et donc voilà un peu comment on construit l'effectif et c'est comme ça que Mathis a atterri chez nous. Alors, il y a une question de LCYXL et c'est vrai qu'elle est intéressante. Alors, je sais pas si tu peux y répondre ou pas. C'est vrai que sur First Cycling, ils nous mettent les contrats expirants, c'est-à-dire les coureurs pour lesquels ça n'a pas été officialisé, sauf erreur, bien entendu. Enzo Boulet, Lucas Bourgoine, Léo Danès, Noah Isidore, Yael Joaland, Robin Plamondon. Est-ce que tu peux nous dire qui parmi eux fera encore partie de l'effectif l'an prochain, même si tu l'as un peu dit, je crois déjà. Tous sauf Lucas Bourgogne. Lucas a cassé son contrat mi-août. Donc Enzo Boulet sera bien là. Je crois que j'ai entendu Léo Danès. Robin. Ouais, Léo Danès, on l'a reconduit pour l'année prochaine. Donc voilà, il y a juste Lucas Bourgogne qui ne fera pas partie de l'effectif. Mais sur l'effectif de l'année dernière, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on avait 14 athlètes et il faut savoir que l'année prochaine, les 14 athlètes ont un contrat. Et donc ça aussi, c'est une fierté pour nous, c'est-à-dire qu'ils sont passés chez nous. Il n'y a personne dans la nature. Mais les prochaines, oui, ils sont tous il n'y a personne dans la nature ou qui redescendent chez les amateurs. Et l'effectif est bouclé Donc d'ailleurs pour c'est aussi 2024. Oui, on va être à 12 courants l'année prochaine. Alors, on espérerait être à 13 parce que quand on fera un front, nous, en fait, on fonctionne sur 100 jours de course environ, donc ça fait un front et demi, on n'est pas toujours sur 2 fronts. Et si le budget nous permet d'avoir un 13e coureur, on essaiera de s'attacher au service d'un 13e, mais la Ligue nationale de cyclisme a imposé un cahier des charges un peu plus strict, un peu plus... Et donc du coup, bon après chose qu'on aurait fait aussi. Hein, l'idée c'est d'avoir aussi quelqu'un à l'administratif comptabilité chez nous, chose que pour l'instant c'était des bénévoles qui le géraient. Et l'idée c'était de le professionnaliser aussi. Donc c'est chose que l'on aurait fait aussi par la force des choses. Et puis après on s'est attaché au service d'un mécano à temps plein. Chose qui est nécessaire aussi pour la suivi du matériel. Donc forcément, on met un peu plus d'argent dans le staff, mais pour le bien des athlètes. Mais du coup, on n'a pas diminué de budget. On a même trouvé plus de partenaires privés. Mais comme on avait des partenaires, des coureurs qui étaient financés par des équipes pour le tour, du coup, forcément, quand ils s'en vont, il faut trouver de l'argent supplémentaire. Fabien, tu as des questions sur le recrutement avant de passer aux questions, puis à l'année prochaine pour finir? Non, mais j'allais justement poser la même question que toi, Charles, parce que je sais qu'Anthony avait déclaré il y a un an qu'idéalement, il espérait passer à 16 coureurs en 2024, un effectif de 16 coureurs en 2024. Voilà, c'est vrai qu'il y a la création des Conti d'Arkea et AG2R qui ont dû un peu bouleverser ses plans, et les contraintes aussi de la NLC. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Juste, on n'a pas beaucoup parlé juste sur cette saison. Il y a un garçon qui a bien progressé, qui je pense peut nous surprendre l'an prochain. C'est Yael Joaland, qui vraiment a été très intéressant, qui a eu une progression un peu comme Jordan. Et je ne serais pas surpris que l'an prochain, surtout qu'il sera bien accompagné, parce que j'apprécie beaucoup le recrutement d'Artus et de Clément. Je pense que bien accompagné, il peut aller chercher de belles places l'an prochain. Voilà, je conclurai là-dessus pour le recrutement. Tiens, il y a une question que pas mal de gens se posent forcément, c'est par rapport à la suite, donc je vais la poser. Est-ce que à terme tu souhaites monter en pro team ou est-ce que le but c'est vraiment de faire de la formation en Conti? C'est le projet pour 2025. On souhaite passer en pro team en 2025, mais c'est d'être une petite pro team, j'ai envie de dire une pro team de formation. L'idée c'est de faire un front classe 2
Donc là, vraiment sur la formation des jeunes athlètes. Parce qu'en Pro Team, on peut faire un front que de classe 2, classe 2 U23 d'ailleurs. Et un autre front qui soit plutôt sur les classes 1 Pro Series et voire même du coup s'ouvrir les portes du World Tour. Je pense notamment à essayer d'avoir une invitation sur Paris-Roubaix et Paris-Nice et puis je pense au Grand Prix de Ploé notamment. Voilà, l'idée ça serait au moins de pouvoir faire ces courses-là et qu'un petit budget de Pro Team à l'image de ce qu'avait fait Delco, même Ouais. pas forcément au même niveau que Delco, mais plutôt avec vraiment de la jeunesse et des coureurs d'expérience, un mélange comme ça et avec un peu tous les profils, ouais. Mais forcément, on est obligé de de se réinventer suite à l'arrivée des réserves de World Tour. Donc nous, si on veut continuer d'exister et travailler avec les meilleurs, et on se doit d'évoluer aussi. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les aspects budgétaires, grosso modo, c'est quoi la différence entre une Conti et une petite Pro Team en termes de budget? Déjà, c'est minimum 20 coureurs, donc ça augmente la masse salariale. Après, le salaire minimum est aussi plus important. Ça va de genre de 25 000 à 35 000 pour un néo-pro, mais 40 000 pour un coureur je parle en brut, hein, mais qui est un coureur qui a plus de 2 ans de contrat chez les pros. Donc il faut arriver aux alentours de 2,5 millions au minimum pour pouvoir être en pro team. Oui, ça fait quand même une Minimum. ouais, une belle petite différence. L'année prochaine, du coup, Fabien, je te laisse la main sur le sujet, puis après, je vais prendre les questions d'un peu tout le monde. Par rapport à l'année prochaine, par rapport au projet de Pro Team ou par rapport aux Ouais, perspectives les ambitions, ou bah, peu importe, hein, c'est toi qui choisis. Alors, ben, c'est vrai que ce projet de Pro Team, je pense qu'Anthony a raison, il a été malheureusement un peu contraint d'accélérer la démarche. Dans la pyramide des équipes cyclistes françaises, c'est vrai que ce créneau de petite Pro Team, un peu à la Delco, c'est vrai qu'il n'existe pas actuellement. Donc, c'est vrai que ça pourrait permettre, en effet, ça pourrait permettre à l'équipe de perdurer et d'offrir aussi une encore plus belle visibilité à ses partenaires là-dessus. Alors, on est encore loin, hein, mais s'il y a un passage en Pro Team pour Anthony, est-ce qu'il y aurait la possibilité peut-être de courir un peu plus à l'étranger? Parce qu'on sait que l'équipe court, ce qui est normal, hein, comme Saint-Michel-Aubert, par exemple, court énormément en France. Est-ce qu'il y aurait l'ambition de courir un peu plus, de découvrir quelques courses étrangères en cas de montée en Pro Team? Bah, par la force des choses, on n'aura pas le choix pour avoir un calendrier un peu plus étoffé et puis pour faire courir nos 20 coureurs. Après, nous, nos partenaires, aujourd'hui, c'est plus des partenaires qui sont sur le territoire national. Mais oui, après, l'idée, ça serait de pouvoir aller sur des courses internationales à l'étranger. Je pense surtout pour les classes 2. Je pense pourquoi pas au Baby Giro. Je pense à des courses comme ça pour les coureurs de moins de 23 ans. Et puis aussi d'aller découvrir des courses des courses belges aussi pour nos coureurs les plus aguerris. Et puis c'est là aussi la terre du cyclisme, hein, la Belgique. Découvrir les courses belges, c'est aussi d'autres courses. Hein. Ça a rien à voir avec les secteurs pavés, le vent, etc. Donc c'est aussi leur faire découvrir pour qu'ils puissent avoir un panel plus important et puis apprendre à avoir de l'expérience aussi en plus. Mais par la force des choses, oui, on n'aura pas le choix d'aller à l'étranger, même si ça ne sera pas une priorité. Tiens, pour prolonger la question de Fabien, l'an prochain, Anthony, est-ce que dans ton calendrier prévisionnel, il y a des courses à l'étranger ou pas du tout? Exclusivement Gand-Wevelgem U23. D'accord. Comme cette année. Peut-être le Samin, mais je pense pas si on a eu une demande d'invitation, mais normalement non, ouais. Ça va être compliqué de pouvoir tout assumer, mais pour l'instant, ouais, que Gand-Wevelgem U23. D'accord. Alors, je vais passer aux questions. Il y en a pas mal et je vous remercie d'ailleurs de les avoir posées. N'hésitez pas si vous voulez sur le chat aussi à en rajouter. Alors, c'est Matt qui te demande: Salut Anthony, comment vois-tu l'évolution du cyclisme amateur actuel en termes de tremplin vers le monde professionnel? On voit avec l'émergence de toutes les contis réserves de World Tour que ça recrute directement à la sortie des juniors. Oui.
Tout simplement, le cyclisme se structure, le cyclisme professionnel hein, se structure de plus en plus, ce qui est pas négatif. Hein. On voit que le football a été très structuré bien avant le cyclisme. Tout va plus vite, mais ce qui est pas négatif. Après, ce qu'il faut faire attention pour moi, c'est qu'il faut absolument que les athlètes qui sortent de junior ne délaissent pas les études et qui continuent les études dans les Continentaux, et ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et ce que j'ai peur, moi, c'est que il y a un déchet au niveau social pour les athlètes qui passent pas à l'échelon supérieur, les choses qui pouvaient plus facilement faire quand ils étaient au niveau national 1, ils avaient plus de liberté pour faire leurs études. Après, il est clair que quand on veut rivaliser avec le monde du World Tour, les charges de travail se doivent être très importantes, mais nous, en tout cas, on arrive à avoir des coureurs qui arrivent à allier les études, donc je pense que c'est possible et ça permet là aussi d'avoir un bien-être au niveau mental et avoir un bon équilibre. Après, pour ce qui est du sujet amateur, je pense que oui, forcément, il faut que le cyclisme amateur se réinvente. C'est clair que les N1, bon, après déjà, le problème qu'il y a eu, c'est d'avoir 28 des N1. Hein. Ça a été un gros souci. C'est la pyramide, elle est inversée. Donc pour moi, le haut niveau, normalement, c'est à la base, elle est plus importante que le sommet de la pyramide, mais ce qui n'était pas le cas au niveau amateur. Donc déjà, ça a été le premier échec au niveau amateur. Et donc ça a fait couler certaines divisions nationales 1. Après, est-ce qu'il a fallu augmenter le cahier des charges l'année prochaine de 50 000 euros, sachant qu'il y aura encore moins de visibilité parce que les équipes N1 vont être de moins en moins invitées sur les classes 2. Je suis pas certain qu'il ait fallu augmenter le cahier des charges des N1. Je pense que voilà, c'est de plus en plus compliqué pour les collectivités de donner de l'argent. C'est de plus en plus compliqué de trouver des partenaires s'il n'y a pas une vraie visibilité. Donc, pour moi, il aurait même fallu descendre le cahier des charges et d'avoir une suite logique. Je pense que tout le monde n'aura pas les capacités en sortant de junior de passer en Conti. Donc, les N1, elles ont vocation d'exister. Les N2, elles ont vocation d'exister. Elles ont tout à fait leur place. C'est juste qu'il va falloir retrouver un calendrier qui soit au niveau des coureurs qu'ils auront dans leurs effectifs. Et il y aura quand même le phénomène de pyramide. Nous, il y aura toujours des coureurs qu'on ira chercher dans les N1, dans les N2, qui auront besoin d'une maturité sportive plus longue, qui arriveront peut-être à éclosion à 21, 22 et qui arriveront dans les contis à cet âge-là et puis qui auront peut-être en World Tour pareil. Donc pour moi, tout ça doit encore exister. Et moi, aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est même pas les N1. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cyclisme amateur en général. Il y a de moins en moins de bénévoles, il y a de moins en moins de coureurs, il y a de moins en moins de compétitions. Et ça, oui, ça me préoccupe. Et je pense que c'est aux équipes professionnelles et c'est même au monde professionnel de trouver des solutions pour qu'on arrive à continuer de faire vivre le cyclisme amateur. Moi, je vois en tout cas, nous, à notre niveau, voilà, on va inviter au stage de décembre qu'on fait sur notre territoire, dans nos locaux, toutes les écoles de vélo de Loire-Atlantique à venir visiter le centre, à partager un moment avec nos coureurs pros, donner des posters, des bidons, signer des autographes pour justement faire briller les yeux des gamins et de créer des vocations et qui puissent continuer à faire du vélo. Et puis après, l'idée, ça serait de pouvoir faire encore un peu plus pour le cyclisme amateur. Mais en tout cas, si on arrive à mieux se structurer, encore plus se structurer et en avoir les moyens, voilà, c'est de pouvoir aider les clubs locaux et puis le circuit amateur local. Mais il est vachement intéressant ton discours, je trouve, parce que quand ça vient du monde professionnel, je trouve que c'est encore plus marquant. On sait que Stéphane Holo a aussi ce genre de discours, et je trouve que c'est tout à ton honneur, de ne pas oublier d'où tu viens, tout simplement. Et j'ai l'impression, je ne sais pas si tu seras d'accord avec ce constat-là, et sans forcément donner de nom, que certains oublient un peu d'où ils viennent, hein, qu'ils soient coureurs ou managers d'ailleurs. Alors moi après je suis avant tout un amoureux du vélo, hein. Si je fais ça c'est par passion, sinon je ferai autre chose, hein. Je pense que le temps que je dépense et l'énergie que je dépense, c'est aussi des sacrifices familiaux, mais je le fais comme je dis avant tout par passion et moi je serais triste de voir que demain il n'y a plus de courses et qu'on n'a plus de jeunes sur le territoire sur les courses amateurs. Donc voilà, aujourd'hui, nous, la priorité, c'est quand même de se structurer pour continuer d'exister et de toujours faire en sorte que nos partenaires soient le plus visibles possible et faire en sorte que nos partenaires s'y retrouvent. Mais après, c'est aussi de créer du lien entre le monde amateur et professionnel, mais c'est surtout d'aider le monde amateur. Donc
Est-ce que ça sera de faire un challenge sur des courses minimes cadets? Est-ce que ça sera d'aller dans les clubs avec le bus et puis de donner des prospectus aux écoles primaires, au collège pour dire que voilà, il y a la prise de licence telle date et venez voir le bus de l'équipe CIC Nantes Atlantique, etc. Et voilà, est-ce que faut mettre des choses comme ça en place pour attirer plus de monde. Il y a aussi le problème de la sécurité aussi sur la route qui fait peur aussi aux parents. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut se préoccuper aussi. Donc le sujet est assez vaste, mais en tout cas, j'ai envie de m'y intéresser, j'ai envie de proposer des solutions et donc en tout cas, c'est sûr que ça sera quand l'équipe sera structurée, ça sera des choses que j'aurai envie de m'attacher. Alors, il y a une autre question un peu plus légère. Celle-là, c'est l'ami Cofidis qui est très fan, je crois, de l'équipe Cofidis. Il te demande si tu as un partenariat avec la formation de Cédric Vasseur. Il nous parle de Nolan, forcément, pour l'an prochain. Mais il me semble avoir entendu aussi qu'il y avait quelque chose avec Pierre-Henri Basset pour 2025. Ouais, on a eu Axel Mario aussi qui est passé l'année d'avant. Donc non, on a forcément. Moi, j'ai un contact avec tous les managers d'équipes pro françaises. Je m'entends bien avec Cédric. L'idée c'est voilà aussi ils ont pas leur équipe réserve, donc c'est aussi pour ça que peut-être qu'il y a un peu plus de liens entre nous, mais en tout cas voilà, il n'y a pas de contrat de signé avec Cofidis. On sait juste que c'est des échanges que l'on a ensemble et Cédric nous fait confiance et l'équipe Cofidis nous fait confiance. Donc pour l'instant c'est comme ça que nos athlètes sont passés au-dessus. Mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais je crois que de toute façon, il n'y a pas le droit de signer de pré-contrat, non? C'est bien ça? Juridiquement parlant, on peut signer un contrat, mais après un pré-contrat avec entre nous et puis l'équipe, tu veux Oui, dire? je veux dire, enfin, quelqu'un qui signerait chez toi, tu peux pas en même temps lui faire signer un contrat, si je dis pas de bêtises, pour telle équipe l'année d'après ou 2 ans après, quoi. Oui, non, ça c'est pas possible. Tiens, il y a une question d'un certain Fabien. Alors, j'ai vu ça plusieurs fois. Merci au grand Schtroumpf pour les réponses. C'est quoi cette histoire de Schtroumpf? Non, Non. Ah, c'est pour Fabien, pardon. non, mais c'est parce que sur les présentations d'équipe sur le forum, on avait commencé à les appeler les Schtroumpfs et Ouais, c'est resté. Et que c'est resté. Je vois qu'il y a des coureurs qui le reprennent aussi dans le staff. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous reprenez, Anthony, aussi. C'est pour ça que j'étais prêt à y répondre. Non, mais j'avais vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est du fait que l'on soit en bleu et avec un casque blanc qui fait qu'on nous appelle les Schtroumpfs? Ouais, mais après Glazik, est-ce qu'on aura un Schtroumpf en mascotte ou pas? C'est vrai qu'on n'a pas de mascotte encore et j'y réfléchis pour la suite. Donc c'est certainement un sujet que l'on aura avec la com dans l'année. C'est sympa les mascottes, moi je trouve en plus. Tiens, il y a une question de Seb. Alors, là, c'est plus sur ta carrière. Est-ce que, je vais la lire parce qu'il y a plusieurs questions en une. Peux-tu nous expliquer un sprint, l'adrénaline que ça engendre et est-ce que tu avais peur dans les emballages massifs? J'étais un peu un fou furieux quand j'étais arrivé chez les pros et je me suis calmé par la force des choses avec les chutes au fur et à mesure du temps. Après un sprint, moi je fonctionnais beaucoup au feeling. Après c'est sûr que c'est difficile d'être dans l'emballage final quand on est en 50e position et qu'on se prend toutes les relances. Il est clair qu'il faut toujours être bien placé dans le final et d'avoir le maximum d'équipiers qui soient là pour nous aider, pour éviter de prendre le vent et de faire des efforts et qui pourront être néfastes pour le sprint final. Mais après, j'ai essayé de prendre la bonne roue. J'ai jamais eu de vrai train à part sur le Tour de Normandie, mais c'était en classe 2, donc c'est un autre niveau. Et donc j'ai beaucoup fonctionné tout seul. Vraiment, quand je dis tout seul, c'est vraiment dans le tout dernier kilomètre, mais j'avais des équipiers qui étaient là pour m'aider avant. Et après, on essaye moi, je regardais souvent droit devant la ligne d'arrivée et puis après j'essayais de faire en fonction du vent et puis du dénivelé final pour lancer mon sprint, mais ça se fait beaucoup au feeling et puis aussi aux sensations que l'on a dans les jambes. Donc voilà un peu comment se passait
se passer l'emballage final et puis après, quand on passe la ligne, on a gagné. Oui, il y a une vraie décharge d'adrénaline. C'est indescriptible parce que c'est pas comme un coureur qui a fait 20 bornes tout seul et qu'il arrive à résister avec une minute d'avance. Oui, il sait un peu à l'avance qu'il a gagné, même si ça procure énormément de joie. Mais un sprint, c'est instantané, donc il y a une vraie décharge d'adrénaline d'un seul coup. Donc c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je garde en moi. Et puis c'est aussi ce que je revis aussi quand on est au volant de la voiture et qu'on a un athlète qui va y faire une performance et un gros résultat. On a aussi cette décharge d'adrénaline là, qui revient et c'est des sensations qui sont toujours sympas à vivre. Tiens, pour prolonger la question de Sébastien, ça serait quoi ton plus beau souvenir en carrière, le premier que tu aurais en tête? En tant que coureur, hein, j'entends bien entendu. Ouais. En tant que coureur, je suis content d'avoir gagné une course à étapes comme l'Étoile de Bessèges. Je pense que c'est une course qui reste importante pour moi, comme Paris-Bourges. Ce que je garderai en souvenir, c'est quand même d'avoir porté le maillot de l'équipe de France au championnat du monde à Copenhague, où je fais 13e. Pour moi, c'est un honneur de porter le maillot de notre nation. Donc ça, c'était une vraie fierté. Ouais, mais voilà, après, j'ai eu une carrière en dents de scie avec mes soucis de dos. Puis après, j'étais aussi un peu... je suis arrivé un peu par facilité chez le monde pro et je me croyais arrivé et c'est pour ça que des fois je parle en connaissance de cause auprès de nos athlètes, mais il est clair que moi j'étais un peu voilà, je faisais pas forcément le métier quand j'étais tout jeune et puis j'ai vite vu que les résultats n'arrivaient plus après une grosse remise en question et il est clair que il faut être très rigoureux, que ça soit sur l'alimentation, que ça soit sur le sommeil, que ça soit sur l'aéro, que ça soit sur chaque détail, il faut être rigoureux, il faut être bien dans sa tête avant tout. Mais il est clair qu'une sportive de haut niveau, ça arrive pas par hasard, quoi. Après, il y a une question, tiens, c'est une question que t'as posée Fabien, je sais pas si tu l'as en tête, c'était par rapport au comportement des grosses équipes. Oui, tout à fait. En fait, Anthony, c'est vrai que j'ai été assez interpellé cette année. C'est revenu assez souvent que des coureurs de l'équipe, et même j'avais attendu des coureurs de Saint-Michel-Aubert, qui pointaient des comportements assez irrespectueux, voire condescendants d'équipes Pro Team ou World Tour, dès que par exemple une équipe Conti essayait de rouler à l'approche d'un sprint en tête de peloton, ou bien par exemple, je sais que Jordan l'avait relevé, je sais plus si sur le Tour de l'Ain ou le Tour du Limousin, dès que les gars avaient voulu le remonter en tête de peloton, mais ça avait été compliqué, ça avait bagarré, et les World Team n'avaient pas été très respectueuses envers lui et envers l'équipe. Moi, j'aimerais connaître ton discours, toi qui as connu justement la première division. Quel est ton discours à tes coureurs dans ce cas de figure? Est-ce que tu cherches à échanger avec d'autres DS pour essayer d'améliorer la situation ou des choses comme ça? C'est quelque chose que j'échange énormément avec mes coureurs en début d'année, hein. Moi, je leur demande de toujours courir ensemble pour se faire respecter. Par contre, je leur dis que la route, elle appartient à tout le monde, que s'ils ont les jambes pour être devant, on n'a pas le droit de les dégager, mais qu'il faut être ensemble parce que c'est sûr que quand on est tout seul face à 3, 4, 5 de la même équipe, c'est logique qu'ils les laissent dans le vent et qu'ils peuvent pas se mettre dans leur roue. Mais c'est aussi le phénomène d'intimidation, hein. Je pense que les grosses équipes elles jouent là-dessus parce qu'il est clair que mieux on est placé pour le dernier col et on le voit bien sur chaque course, hein. Souvent ça roule très très fort dès le pied des cols ou dès le pied de la dernière ascension et si on n'est pas bien placé, c'est compliqué d'aller y faire un résultat à la fin. Et c'est des choses qu'on travaille, mais en tout cas, moi je leur demande de pas se laisser intimider. Alors c'est pas si simple hein, parce que forcément des fois dans le final on n'est pas forcément toute l'équipe à pouvoir être présent. Forcément on est plus jeune, on n'a pas encore fait les résultats, mais à partir du moment où ils ont les capacités physiques d'être devant et qu'ils sont plusieurs, ils se doivent de se faire respecter et comme je le dis, la route appartient à tout le monde. Donc si un jour je dois hausser la voix, j'irai voir les coureurs des équipes adverses ou les DS, mais en tout cas, je pense que nos coureurs se sont bien comportés. Plusieurs fois, surtout la première année, ils m'ont dit ouais, on se fait pas respecter, mais j'ai mis imposez-vous, hein, faites comme tout le monde. C'est sûr que c'est toujours plus compliqué quand il y a Alaphilippe etc. qui sont à l'avant de frotter avec eux, mais en tout cas, s'ils en ont les moyens physiques, ils ont le droit d'être à l'avant comme tout le monde.
et en équipe. Donc cette année, ça a été plutôt beaucoup mieux dans ce sens-là. Alors, il y a des questions sur les jeunes. Je crois que ça intéresse pas mal les gens sur le Discord. C'est Corentin qui te demande, est-ce que tu peux expliquer comment se passe le scouting pour les jeunes coureurs? Comment je recrute le scouting? Non, ah oui, comment ils Oui, comment tu se repères entre eux? en gros les jeunes? Ouais. Comment je repère les jeunes? C'est on a aussi quelques personnes un peu partout en France qui nous aident et qui nous réfèrent les résultats et qui nous rapportent les valeurs aussi physiologiques. Et c'est d'ailleurs John Ray Johnson, c'est quelqu'un du CCITUB qui nous l'a conseillé, avec qui j'ai confiance et qui me conseille plusieurs coureurs, pas forcément du CCITUB d'ailleurs. Et c'est comme ça que ça s'est fait, parce que c'est vrai que si on regarde le palmarès de John, c'est sur le début de saison en tout cas, il n'avait pas forcément fait de résultats, et c'était dû aussi à un souci de santé, mais si on le sait pas, on le voit pas forcément. Donc on lui a donné sa chance en tant que stagiaire, et puis il nous a tout de suite plu, que ça soit humainement et puis collectivement, et puis en plus il a su aller faire une première place au Tour Poitou-Charentes, et on a vu qu'il était là dans les emballages finaux pour les leaders. Donc oui, on fonctionne comme ça, on en a un peu partout en France. Puis il y a aussi les DS et DN qui aussi nous rapportent les valeurs et puis les résultats de leurs athlètes. Mais on a on a pas mal de monde quand même. Tiens, d'ailleurs, pour prolonger la question, comment est-ce que tu arrives à faire le tri, en dehors des gens en qui tu as confiance forcément, mais comment tu arrives à faire le tri entre ceux qui sont intéressés et ceux qui donnent un tuyau sans arrière-pensée, quoi? Après, c'est souvent ça se fait jamais directement. Donc déjà on met du temps. Donc après c'est de voir si la personne revient derrière pour nous le reproposer. Quels sont ses atouts pour performer chez nous, pourquoi il a été amené à faire tel résultat et tel résultat, quel est son profil. Nous on aime bien voir quand même les valeurs physiologiques aussi, c'est important, même si ça fait pas tout, hein. Je pense qu'après on a beau avoir des belles valeurs, mais si on court toujours derrière et qu'on sait pas frotter, etc., c'est compliqué de faire carrière. Mais regarde, on essaye de sonder aussi d'autres personnes qui connaissent les coureurs, et c'est comme ça souvent que ça se fait, mais ça se fait rarement d'un coup d'un seul, sauf si vraiment c'est le coureur d'excellence, un peu comme Noah, où on voulait absolument travailler avec lui. Oui. Tiens, Mais c'est Vas-y, pardon, Anthony, je t'ai coupé. non, mais oui, je dis après c'est plus rare, parce que Noah, voilà, c'était le meilleur français. Oui. Et il est clair que là, c'était nous qu'on était allé vers lui, donc là c'est différent. Mais quand on vient vers nous, ouais, ça met souvent du temps. Alors, est-ce qu'il y a des mythos dans les CV? Parce qu'une fois, ça m'avait marqué, j'ai un copain manager qui m'avait dit qu'il avait trouvé un CV d'un mec qu'il ne connaissait pas, où il expliquait qu'il avait gagné une étape du Giro ou de la Vuelta. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des trucs complètement hallucinants ou pas du tout? Généralement, on va rechercher les informations sur les sites appropriés. Ouais. Donc comme ça déjà, ça évite d'avoir des mauvaises surprises. Mais il est clair que sur les coureurs étrangers, c'est un peu plus compliqué, notamment sur les valeurs physiologiques. On ne sait pas si c'est fait avec quel capteur de puissance. On ne sait pas ouais, c'est réel, s'il n'a pas menti sur un chiffre. Donc c'est toujours assez compliqué, quoi. Je pense qu'il faudrait avoir l'athlète, puis leur faire des tests, et puis aussi de les voir courir. Je pense que c'est important, c'est de voir courir aussi l'athlète pour ressentir les choses. Moi, je fonctionne beaucoup feeling. J'aime bien quand j'échange avec le coureur. Voilà, j'aime bien que le courant passe facilement. J'aime bien. On leur parle tout de suite de nos valeurs, que ça soit le respect, que ça soit l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Donc, je leur explique c'est quoi le respect, c'est quoi l'esprit d'équipe, c'est quoi le dépassement de soi. Donc après, à voir si eux ils adhèrent aussi au projet. Donc voilà, mais souvent j'aime bien les voir courir, j'aime bien voir les valeurs, j'aime bien voir les résultats, comment ils les ont fait, pourquoi il n'a pas eu de résultats, etc. On échange beaucoup. Ouais.
Est-ce que tu as t'as une crainte par rapport au dopage? Parce que c'est vrai que c'est la particularité du vélo, où dans le foot, il suffit juste d'observer un petit peu les datas, mais dans le vélo, tu as cet aspect-là où j'imagine que tu n'as pas le droit à l'erreur en plus par rapport au sponsor. C'est terrible si jamais tu as un mec qui est pris par la patrouille. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête aussi quand tu fais ton recrutement via des réseaux que tu connais peut-être un petit peu moins, ou tu es moins sûr du côté éthique? Il est clair que si on n'est pas sûr du côté éthique, on ne prendra pas le risque. Hmm. Donc là-dessus, déjà, il y a pas de question, mais oui, oui. Par contre, ça ne veut pas dire que même si ils ont le suivi longitudinal, même si on a nos docteurs qui peuvent faire des prises de sang inopinées, même si on essaie de tout mettre en place pour que ça n'arrive pas, on est jamais à l'abri d'un coureur qui est esselé et qui veut performer et qui bricole chez lui. Donc, bon, il y en a de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de contrôles et ils savent que généralement le coureur qui bricole souvent il se fait attraper donc euh, donc c'est ce que je leur dis aussi et je les sensibilise là-dessus sur la sur le meeting de début de saison. Je pense qu'il faut aussi être capable de se regarder dans une glace. On est avant tout pour former les adultes de demain. Donc il y aura une vie après le cyclisme. C'est quand même dommage de se faire piner pour essayer de faire un petit résultat. Et puis c'est surtout que si demain ils se font attraper, ils peuvent mettre au chômage 25 personnes, quoi. Donc il y a un moment, voilà, c'est une question de responsabilité et de dignité. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport aux data. Je vois que ça intéresse surtout les plus jeunes. Quelle est la place des data, entre guillemets, dans le monde pro? Est-ce que c'est vraiment de plus en plus répandu, toutes ces données qu'on analyse? Alors, c'est clair qu'en World Tour et les grosses pro teams, c'est très répandu. Nous, après, à notre niveau, on a une plateforme d'entraînement et où on a toutes les valeurs de l'athlète. Mais après, pour l'instant, on n'a pas encore de pôle de performance. C'est quelque chose qu'on veut travailler à l'avenir pour avoir le maximum d'informations. Mais je pense qu'il faut pas non plus se disperser. Je pense que déjà, si on commence par les fondamentaux, c'est-à-dire bien s'entraîner, bien récupérer, bien dormir, bien manger, si on commence par la base, déjà, je pense qu'on peut faire de belles choses. Et après, oui, on peut aller chercher les petits détails pour performer au top niveau. Donc ce qu'il faut, c'est surtout pas oublier les fondamentaux avant d'aller chercher les millimètres. Ouais. Et tiens, dans la même veine, est-ce que, je sais que enfin, Jumbo Visma avait un peu parlé de ça avec l'ami Benji Nassen, est-ce que l'analyse vidéo, comme dans le foot ou les sports co, ça existe pour, je sais pas, améliorer un placement, évoquer des stratégies de course, voir peut-être ce qui n'a pas marché dans une épreuve ou une autre? Est-ce que c'est présent chez vous ou pas encore du tout? Et si c'est pas présent, est-ce que c'est un aspect que tu aimerais aussi développer? Alors, on le fait pas assez, mais il est clair que ça soit les directeurs sportifs, en tout cas, ils regardent quand on va sur une course, ils regardent la course de l'année d'avant. Même si le vent est pas forcément pareil, même si des fois c'est pas forcément la même étape, mais là, ils aiment bien regarder la course de l'année d'avant. Et après, bah, en général, quand c'est exactement le même profil dans le final, oui, c'est clair qu'ils regardent comment ça s'est passé dans le final pour voir à peu près le scénario de course qui peut y avoir. Après, ce qui est intéressant, c'est pour tout ce qui est les contre-la-montre, par équipe plutôt. C'est intéressant pour l'emballage des sprints aussi au niveau du final, surtout si c'est un sprint où c'est la même arrivée. C'est de voir un peu comment ça a été emmené dans le final et à quel moment il faut être bien placé. Mais c'est toujours bien aussi de débriefer sur son sprint, même si bon, souvent on sait ce qui n'a pas été directement dès qu'on a passé la ligne. Donc, on a tendance même à pas dormir de la nuit quand on fait deuxième pour un boyau, mais oui, oui, c'est important d'analyser, mais choses qu'on met pas assez et qu'il faudrait que l'on fasse un peu plus. Mais je pense que la vidéo fait partie aussi des actes de performance. Oui, puis c'est vrai qu'il faut le dire aussi, parfois on a tendance à être un peu yaka faucon, nous les suiveurs, mais tu parlais de budget, c'est aussi une question de budget. Si tu mets des gens là-dessus, il faut forcément les payer et puis il faut avoir les moyens de le faire, quoi. Exactement. Après, tout est une question de moyens. Je pense qu'aujourd'hui, nous, ce qu'il faut, c'est de continuer de se structurer autour de nos athlètes. C'est aussi d'avoir un peu plus d'athlètes, mais c'est
de grandir gentiment. Nous, l'année prochaine, on va avoir un vrai camion atelier. Voilà, c'est pour aussi le confort des salariés, pour le confort des athlètes, pour que les vélos soient bien réglés, que les assistants soient dans de bonnes conditions pour que le lendemain, ils aient ce qu'il faut en apport nutritionnel, que les assistants puissent prendre le temps et avoir les moyens de le faire. Donc c'est des choses qu'on met en place, c'est d'avoir un peu plus de staff autour d'eux pour qu'ils soient massés en temps et en heure, que justement que tout soit au millimètre. Mais après l'idée c'est d'aller sur le pôle performance et d'aller encore chercher un peu plus loin. Mais je pense qu'il faudra encore attendre un peu de temps s'il faut plus de budget. On est qu'en continental. Je vois que l'heure tourne. Fabien, est-ce que tu as quelques questions pour finir l'émission? J'en ai une dernière. Je voulais la poser tout à l'heure, j'ai oublié. On n'a pas de junior qui est passé pro cette année. Comment tu l'expliques, Anthony? On était sur si on en a les moyens, on pourra essayer de le faire. Si on arrive à 14, l'idée, comme je disais, c'était toujours d'avoir des coureurs d'expérience mélangés avec des jeunes coureurs. Mais le fait qu'on est resté sur le même budget et qu'on a étoffé le staff, du coup, on se retrouve à rester à 12 coureurs au lieu de 14. Et l'idée, c'était quand même d'avoir Esteban Fouché dans notre structure. Je pense qu'il a eu une grosse fracture sur le mérite de mémoire à Classique des Alpes. Et à son retour au mois de septembre, il a gagné la Flèche Pédernèse. Il a été toujours à l'avant des courses de fin de saison. Donc c'est un coureur que si on a vu les moyens, je pense qu'on aurait fait passer, parce que ça fait partie de notre philosophie de faire passer un coureur du centre de formation, si on a les capacités bien sûr mentales et physiques. Mais je pense que Esteban les a, mais c'est qu'on était un peu trop juste au niveau effectif et ça aurait pas été un cadeau de le mettre et de le faire courir sur toutes les classes 1 de la saison. Donc nous, quand on amène un athlète, on y va étape par étape et on fait des points intermédiaires pour savoir si après il peut aller sur plus de courses classe 1 ou si on est capacité ou pas, et c'est en fonction de la maturité sportive de chacun. Donc voilà pourquoi Esteban n'a pas pu passer avec nous pour 2024. Tiens, pour finir, Anthony, tu parles d'une possible 13e recrue. Est-ce que je comprends bien que tu cherches un coureur expérimenté, entre guillemets, si ça peut se faire, un capitaine de route? Je sais pas s'il reste sur le marché. Justement, j'étais en train de réfléchir, j'en vois pas en fait de français. J'en vois pas beaucoup. Non, j'en vois pas beaucoup. Après, nous, il faudrait qu'on ait une surprise d'un partenaire prochainement. Donc pour l'instant, on est parti, dans notre tête en tout cas, on est vraiment parti sur 12 coureurs pour 2024. Oui, je regardais, je vois pas trop de coureurs français comme des Emmanuel Morin, ces genres de coureurs, si jamais c'était possible, c'est ça? Oui, voilà, exactement. L'idée, c'est de quand même. L'idée, ça aurait été d'avoir le 13e un coureur d'expérience et le 14e un jeune coureur. Tout à fait. Je crois qu'il y a un certain Peter Sagan qui veut faire 2-3 courses. Je sais pas si ça peut t'intéresser. Ouais, Je pense qu'il est plus sur le côté de la retraite que sur le côté de la performance. C'est bien possible. Bref, je pense qu'on a fait le tour et il me reste à te remercier, Anthony. C'était vraiment très sympa. Merci de nous avoir accordé du temps. Merci Charles, merci à vous, merci à Fabien et puis au plaisir. Oui, on va te souhaiter le meilleur pour la saison prochaine et puis pour la suite, bien entendu, pourquoi pas un passage en Pro Team dès 2025. Donc excellente soirée à tous, merci de nous avoir suivis et nous on se donne rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle émission. Ciao. Bonne soirée, merci tout le monde. Merci, au revoir.